Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence que nous avons intitulée La littérature de jeunesse, de moins de 7 ans à plus de 77 ans. Une petite référence aux formules qu'on trouve souvent sur les jeux de société. Il s'agira d'une conférence donc à 4 voix. C'est aussi une passerelle entre enseignants et étudiants, en plus d'être une passerelle entre les âges, la littérature de jeunesse. Avant de commencer cette conférence, je tenais à remercier chaleureusement le comité d'organisation et le comité scientifique de ces journées UFR-LLD, qui ont impliqué un gros travail de coordination. Et je souhaitais également remercier les membres de la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle qui nous accueillent aujourd'hui. Je pense aussi à Sophie Faure, à Anne-Sylvie Catelineau, grâce auxquelles nous sommes en train de constituer un fonds jeunesse pour les étudiantes et les étudiants et pour le personnel enseignant. C'est un jeune fonds jeunesse dont on va vous parler, mais qui va grandir progressivement avec les mois et les années. Je laisse la parole à Bénédicte pour nous parler un petit peu du projet Ange, Enfance-Jeunesse, dont nous sommes toutes les 4 membres. Donc c'est un projet d'établissement qui a été lancé en 2021 pour 4 ans et qui fédère des collègues de différents départements ayant pour point commun de s'intéresser à l'enfance et à la jeunesse sous toutes ses formes. Donc il y a des collègues qui travaillent en cinéma, en linguistique, ça peut être en sociologie, en FLE et en littérature comme nous. Et donc on se réunit périodiquement et on essaye de déjà cartographier les enseignements qui existent ici à la Sorbonne Nouvelle, et puis de réfléchir sur nos objets qui sont parfois communs et parfois un peu éloignés, mais qui ont pour point commun de prendre en compte ce public particulier des enfants et des adolescents et de la jeunesse en général. Et donc la grande question, c'est aussi quand est-ce qu'on arrête d'être jeune, puisque les frontières maintenant de la littérature de jeunesse sont de plus en plus larges. Générationnelle pourra vous donner une petite idée d'une conception très linéaire du temps que nous avons, souvent en parlant de ce petit bébé Playmobil jusqu'aux dinosaures, archives vivantes. Et voilà, donc là, notre objectif aujourd'hui, ça va être un petit peu de délinéariser les âges en montrant comment la littérature de jeunesse peut en fait nous amener à faire des petits yo-yo. C'est une terminologie de une sociologue, Cécile Van de Velde, au sujet de la sociologie des âges, et on peut passer d'un âge à un autre. Et quand on a cherché en fait nos petites figurines, nos petits jouets, on a un petit peu ouvert les placards chez nous, et en fait on s'est rendu compte que on avait du mal à trouver des figurines représentant des personnages un peu âgés. Alors le seul que j'ai trouvé, c'est un Merlin Gandalf qui est un petit peu cassé, mais là aussi ça nous apprend des choses en fait sur la représentation des différentes générations dans la littérature de jeunesse, parce que finalement est-ce que le grand âge y trouve sa place, est-ce que dans cet univers là on a vraiment tous les âges qui sont représentés, c'est pas si évident que ça en fait. Donc je vous parle un tout petit peu, Anne-Sylvie vous en a déjà dit un mot de notre fonds jeunesse, donc qu'on est en train de constituer, puisque en fait ici vous êtes dans une bibliothèque universitaire conçue pour les étudiants, et donc au départ on avait uniquement des livres de critique littéraire s'intéressant à la littérature de jeunesse, donc on en a mis quelques-uns ici. Devenir adulte et rester enfant. Est-ce qu'il faut redevenir enfant pour lire les productions pour la jeunesse ou pas? On avait par exemple un abonnement au Cahier Robinson, qui est une revue de littérature de jeunesse. On a aussi, on en profite pour se faire un petit peu de publicité, notre manuel, qui est un produit de l'UFR, parce que beaucoup de collègues ont participé à ce manuel. Sandrine qui est là, et peut-être d'autres que j'ai pas repérés. Donc ça, c'est là depuis assez longtemps. Donc le rayon existait. Et nous, ce qu'on a fait, parce qu'on avait de plus en plus d'étudiants qui s'intéressaient à ces questions, qui voulaient travailler dessus en master, des collègues qui travaillaient aussi là-dessus pour leurs cours, on a commencé vraiment à acheter des œuvres pour le jeune public,
Donc vous avez ce chariot des albums qui d'habitude est juste à côté de l'accueil, mais dont on a pu constater qu'il attirait beaucoup. Enfin, les étudiants et les étudiantes s'arrêtent. Une fois je suis passée, il y avait des étudiants qui disaient « Ah mais ça me rappelle des souvenirs » et Sophie et Anne-Sylvie nous ont dit que les albums étaient beaucoup empruntés, donc ça rencontre aussi un public, donc peut-être aussi pour le plaisir des étudiants, pas seulement pour le côté universitaire. Il y en a qui ont des enfants aussi, voilà, exactement, donc c'est aussi fait pour ça. Donc on a ici le chariot des albums, et puis on a aussi des romans, donc soit des romans contemporains, donc par exemple Suzy Morgenstern, Nona Gnocchi, des classiques plus anciens comme ici Colette Vivier qui est une autrice des années 50. On a un vieux manuel des années 1870 qui a été réédité sans cesse. Donc on a différentes générations de livres. Et alors ces livres-là ne sont pas classés à part, mais vous les trouvez dans les rayons, ce qui donne parfois des choses un petit peu savoureuses, parce que vous avez par exemple Suzy Morgenstern à côté de Paul Morand, ou Yvon Pommeau, donc, qui est un auteur d'albums, à côté de Proust. Donc voilà, ça fait partie du plaisir de se promener dans une bibliothèque. Vous pouvez avoir des surprises comme ça quand vous vous baladez. Et on vous invite à explorer ce fond. On a fait une petite liste des titres, donc je pourrais la faire circuler. On va peut-être essayer de mettre en place quelque chose sur le catalogue pour que ce soit repérable plus facilement. Mais c'est un fonds qui existe, et si vous avez aussi des idées pour l'enrichir, elles sont les bienvenues. Et nous espérons bien sûr que ce fonds sera l'occasion de nouvelles recherches, de master, de doctorat, l'occasion aussi pour nous, enseignantes et enseignants, de renouveler nos corpus, peut-être en panachant, en hybridant littérature dite générale et littérature jeunesse. J'ai appris grâce à Alia que les auteurs et autrices de littérature jeunesse appellent leurs homologues de littérature générale la littérature vieillesse. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir de quel point de vue on se place. Demain, nous célébrerons les masterantes et les masterants lors d'une remise des diplômes. Et par exemple, on s'est dit que c'était l'occasion aujourd'hui de rappeler quelques titres de Master 1 et de Master 2 qui ont été soutenus ou qui sont sur le point d'être soutenus et qui portent sur la littérature de jeunesse dans notre UFR LLD. Alors je peux donner comme exemple le récit de rêve d'Alice au Pays des Merveilles à la littérature jeunesse contemporaine. Je peux donner aussi l'exemple du renouvellement du récit épistolaire grâce aux nouvelles technologies dans la littérature pour adolescents. Le succès de la romance dans la littérature dite young adult, qui concerne beaucoup les étudiantes et les étudiants, et qui est un segment éditorial en pleine expansion. Et là encore, on retombe sur notre problématique des limites. La littérature de jeunesse, où ça commence, où ça finit, sachant que je serais bien en peine en fait de vous dire qu'est-ce qu'un jeune adulte. Voilà. C'est relatif, oui. Et là, j'ai vraiment une notion très fluctuante et très malléable. Alors pour continuer un petit peu de manière à faire un petit focus, je vais demander à Mathilde Goulvestre, qui est stagiaire dans le projet Ange, de nous parler un petit peu plus du sujet de mémoire qu'elle est en train de travailler en ce moment. Alors, en quelques mots assez brefs, cette année, je travaille sur le Gargantua de Rabelais. Et donc, vous me direz, mais quel rapport avec l'enfance et la jeunesse? C'est vrai qu'on ne voit pas forcément le lien au premier abord. En fait, je fais une comparaison entre le texte du XVIe siècle de Rabelais et des adaptations pour l'enfance et la jeunesse qui datent plutôt de la fin du XXe jusqu'à nos jours. Et la particularité de mon corpus, c'est que ce sont des adaptations illustrées, donc je vais étudier les rapports texte-image. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une déclinaison sur des supports qui n'étaient pas celui de Rabelais, c'est-à-dire que ce n'est pas des romans, on peut avoir des albums, on peut avoir des livres illustrés, des BD aussi. J'avais amené, le livre ne fait pas partie de mon corpus,
Mais c'est un exemple d'édition pour l'enfance et la jeunesse, ici plutôt pour les scolaires, où on va avoir un raccourcissement du texte de Rabelais. Et parfois, là, c'est pas le cas, mais on a aussi des modifications, des réécritures. Donc c'est assez passionnant à étudier les procédés d'adaptation, les comparaisons, etc. Je peux vous le faire passer. Et dedans, vous trouverez à quelques pages des illustrations de Doré, qui est sûrement l'illustrateur le plus connu de Gargantua et des œuvres de Rabelais. Donc voilà, je vais vous le faire passer. Alors pour commencer cette conférence, je vous propose qu'on regarde ensemble un album qui s'intitule Bonsoir Lune. Nous avons dans le fond de la bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle la version française et la version américaine, la version originale. Je vais passer la version française, si vous voulez. Hop. Alors, je vais poser une question volontairement, ouvertement très naïve. Selon vous, à qui est destiné cet album, qui est devenu un peu un classique de la littérature de jeunesse, un album qui date de 1981 et qui fait partie de ce qu'on appelle les livres du soir. À quel destinataire? Volontairement, la question est très ouverte. Si, ça va marcher. Alors, à votre avis, qui peut être intéressé par ce volume? Tout le monde, c'est-à-dire? Il semblerait que ce soit l'image qui parle. Donc, à partir de là, le rêve s'installe et l'échange entre les différences d'âge peuvent s'exprimer. Merci. Effectivement, le public, en théorie, visé par ce livre est un bébé ou un très jeune enfant. Mais bien entendu, on est d'emblée confronté à une spécificité de la littérature de jeunesse, qui est qu'elle s'adresse certes en théorie à la jeunesse, à un enfant, mais bien sûr qu'elle s'adresse aussi aux adultes, notamment à ce qu'on appelle les adultes prescripteurs, c'est-à-dire les adultes qui vont recommander le livre, qui vont acheter le livre, qui vont le lire, le faire lire. Donc, est-ce que vous avez des exemples de prescripteurs? Vous en avez déjà donné pas mal. Est-ce que vous avez des exemples d'adultes prescripteurs? Les parents, les grands-parents? Oui, les parents et les grands-parents. Est-ce que vous en voyez d'autres? Les enseignants? Tout à fait, les professionnels de la petite enfance. Les bibliothécaires. Et en fait, il y a une très très grande chaîne de médiation, d'intermédiaires entre l'enfant et le livre. Oui. Les journalistes, oui. Les animateurs, centre Doulouse, les libraires, effectivement. Donc on a une grande chaîne de médiation, d'intermédiaires entre le livre et l'enfant, à tel point qu'on dit souvent que en fait, la littérature de jeunesse a un public introuvable. Alors je voulais quand même vous dire quelques mots supplémentaires sur cet album-là. Bon, pour ceux qui ont des enfants peut-être, vous le connaissez déjà. Pour les autres, c'est vraiment l'exemple type d'album qui est quand même pour les tout petits. C'est donc un album, c'est-à-dire un texte où on a vraiment un lien entre les images, le texte, même si l'illustratrice et l'autrice sont ici différents, mais il y a vraiment cette interaction très forte. Et puis aussi l'importance du support. Même si vous avez vu, il peut être décliné en différents formats, ce qui change des choses quand même de lire un livre en grand format ou en petit format. Mais voilà, dans la définition de l'album, il y a vraiment cette interaction entre le texte, l'image et le format. Donc ici c'est une édition de 1981, mais c'est un album qui a été publié pour la première fois en 1947. Et c'est un album américain qui a été ensuite traduit dans toutes les langues. Et vous verrez, il circule, mais à la fois c'est un album vraiment qui frappe par sa simplicité. Je ne vais pas arriver à le feuilleter en tenant le micro, donc voilà, je vais peut-être aussi faire circuler celui-là. Mais c'est un album avec très peu de texte, un texte qui est très rythmé, alors encore plus en anglais. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir la version anglaise, parce que ça vient en fait d'une petite comptine aussi. Enfin, c'est très lié avec l'oralité.
En fait, c'est à la fois très simple puisque donc on a un petit lapin qui est dans sa chambre et puis qui va dire bonsoir à tous les objets de la chambre. Donc il y a vraiment ce côté rituel du soir. On nomme et puis il y a un côté aussi très familier en fait, hein, c'est l'univers de l'enfant avec des choses très simples et très familières. Et puis c'est extrêmement bien fait au niveau des images parce que il y a une alternance de plans larges où on voit l'ensemble de la chambre et puis de gros plans sur des éléments de la chambre, dont un tableau d'une vache qui saute par-dessus la lune. Donc les anglicistes doivent savoir ce qu'est la vache qui saute par-dessus la lune. Parce qu'en fait, c'est une comptine très populaire et très ancienne dans la littérature, dans les nursery rhymes anglais. Et la chambre s'obscurcit au fur et à mesure et ça aide vraiment l'enfant à entrer dans le sommeil. Donc c'est un album où il n'y a pas d'histoire, c'est très énumératif, ce qu'on trouve beaucoup dans les albums pour tout petits. Mais il y a une stabilité en fait, c'est vraiment quelque chose où l'adulte va pouvoir se servir du livre pour rassurer l'enfant, notamment, enfin ça renvoie à des choses un peu psychanalytiques aussi, à la permanence de l'objet. Il accepte d'entrer dans le sommeil, l'enfant accepte d'entrer dans le sommeil parce qu'il sait qu'autour de lui le monde reste stable. Et bon, j'avais aussi choisi cet album par le côté intergénérationnel toujours, parce que vous avez la grand-mère qui tricote dans son coin et qui rassure aussi l'enfant. Alors je vais donner la parole à Marie pour continuer sur l'intergénérationnel, mais on a aussi prévu une sorte de... Au départ, on avait dit que ce serait un quiz, et puis après, on a changé. Enfin, donc, on a aussi prévu des petites questions. Et je voulais vous faire passer cet album qui est vraiment sur le même principe. Et vous pouvez vous amuser à... Donc là, il y a la question sur la couverture, la réponse sur la 4e. Et vous pourrez voir, enfin, le rapport entre le texte et l'image est vraiment intéressant aussi parce qu'il y a un jeu d'écart qui est très amusant. Mais je vous laisse découvrir ça, puis on en reparlera tout à l'heure si on a le temps. Oui, avant de céder la parole à Mathilde et à Laetitia au sujet de la lecture partagée, hein, à laquelle nous invitent de nombreux albums jeunesse, et donc à cette passerelle entre les âges, ça nous conduit aussi au constat que la littérature de jeunesse est une passerelle aussi entre l'oral et l'écrit, hein, puisqu'il s'agit d'un livre qu'on va oraliser, performer pour l'enfant. L'universitaire Mathieu Le Tourneux a une très jolie formule au sujet de la littérature de jeunesse et de l'enfant. Il dit que le jeune enfant lit par l'oreille, hein, parce qu'il lit, il découvre à travers le récit de l'adulte. Nous allons maintenant nous poser la question du destinataire des œuvres pour la jeunesse. Il me semble que cette question se pose particulièrement justement pour les œuvres de jeunesse, puisque la question du destinataire est un critère de définition, puisqu'on ne parle pas comme Marie Sorel vous l'a expliqué de romans de vieillesse ou de littérature de vieillesse. Cette question est également donc elle est complexe pour la littérature de jeunesse, mais elle semble encore plus complexe pour la littérature à destination des adolescents ou des jeunes adultes, puisqu'on ne sait pas exactement ce que l'adolescence recouvre. On ne sait pas exactement où elle commence et où elle finit, et également puisque des jeunes adultes ou des étudiants comme nous peuvent être les cibles de la littérature young adulte ou de la littérature de jeunesse, même plus globalement. C'est le roman donc, pour adolescents ou à destination des adolescents a des spécificités, et notamment la double exploitation éditoriale. Et c'est ce qu'on peut montrer avec un roman comme Âge tendre de Clémentine Beauvais, qu'on étudie. Ah, tu les as qu'on étudie dans notre groupe depuis quelques semaines déjà. Alors le roman a été publié donc dans un premier temps dans les éditions Sarbacane en août 2020. C'est cette couverture-ci, dans une collection qui s'appelle Collection Exprime, qui est destinée aux 13 ans et plus. Donc ça prouve bien que le roman est destiné initialement aux adolescents.
Puis 2 ans plus tard, elle était publiée donc, en livre de poche, donc dans les éditions généralistes J'ai lu. On est donc passé du format broché qui coûte 17 € à un format poche, moitié moins cher, qui coûte lui 8,40 € et qui est plus accessible notamment pour le public scolaire. Le format poche est un format d'impression qui possède 3 grandes caractéristiques générales. Une dimension prix modéré, généralement moins de €, et une production quantitative plus importante que le format broché. Oui, bon, vous verrez sur les couvertures que la couverture des éditions Sarbacane a été respectée, a été reprise sur les éditions en J'ai lu. On retrouve les mêmes codes, les mêmes codes couleurs. On retrouve également la guitare, les fleurs. Donc la couverture, les éléments de la couverture se retrouvent d'une couverture à l'autre. En fait, le changement de format et de prix permet d'élargir le public visé. Donc évidemment un public adulte pour âge tendre et notamment un lectorat féminin. Alors vous verrez sur la couverture, apparemment ce roman doit plaire au lectorat féminin particulièrement, puisqu'il est recommandé par le magazine féminin Elle sur la couverture même du roman. On reviendra à Âge tendre un petit peu plus tard, après une parenthèse que nous allons faire sur les passerelles entre les âges et sur les flottements dans les catégories, puisque de nombreux ouvrages jeunesse peuvent basculer dans la littérature générale et vice-versa. Il y a vraiment des allers-retours très fréquents entre le rayon adulte et le rayon jeunesse. C'est par exemple le cas d'Alice au Pays des Merveilles, donc, qui a été publié par Lewis Carroll en 1865. Oui. Oui, c'est pas. C'est une édition plutôt destinée à un public adulte. En tout cas, c'est pas une édition pour les enfants. Je pense que le destinataire n'est pas premièrement les enfants. Donc Lewis Carroll a commencé à écrire Alice au Pays des Merveilles, donc pour divertir les 4 filles dont il était le précepteur. Son ouvrage était donc initialement destiné aux enfants, mais on constate qu'il a peu à peu gagné en légitimité pour finalement totalement basculer dans la littérature générale du fait de l'exigence et de la complexité du livre. On s'est notamment intéressé à sa portée politique, à sa portée psychanalytique. Le livre est également nourri de concepts et de références mathématiques. Et Alice compte également parmi les livres préférés des surréalistes, notamment célébrés par André Breton, par Aragon, et également par Dali au XXe siècle. Puisqu'il offre une place importante au rêve, au bouleversement des liens logiques et de la raison. Ce sont des thèmes qu'il aborde beaucoup. Le lecteur qui souhaite lire Alice peut être pris d'un vertige au moment de choisir son édition et même son adaptation ou le livre qu'il veut lire, puisque l'ouvrage a fait l'objet d'un très grand nombre donc d'adaptations, de traductions, mais également de réécritures. Beaucoup d'illustrateurs s'en sont emparés, à commencer par Lewis Carroll lui-même. C'est ainsi qu'on peut trouver Alice illustrée dans des éditions qu'on appelle les beaux livres, illustrées donc par Benjamin Lincombe ou encore Sampé. On peut donc trouver Alice en album, chez Gallimard en livre de poche,
et également donc, dans une version pareil, qui a été écrite par Lewis Carroll lui-même en 1890, qu'on a ici en français, qui s'appelle, son titre original c'est The Nursery Alice. The Nursery Alice a été écrit en 1890. Et donc c'est une version écourtée et simplifiée d'Alice au Pays des Merveilles, avec des illustrations qui sont plus grandes, plus colorées. Voilà, donc les illustrations ont été adaptées pour les plus petits. C'est de cette manière qu'on peut s'adresser à un autre public que le public visé initialement, et que des ouvrages de la littérature générale peuvent aussi sont adaptés pour être lus par des enfants. C'est globalement souvent le cas des grands classiques, des chefs-d'œuvre de la littérature, à partir du moment où les programmes scolaires s'en emparent et les mettent dans les listes prescriptives de l'éducation nationale. Donc les éditions scolaires les adaptent en les écourtant généralement. Donc on pense tout de suite aux classiques abrégés de l'école des loisirs. Donc j'ai par exemple ici Jacou le croquant, donc classique abrégé, donc qui se signale par le paratexte et par la couverture blanche de l'école des loisirs que l'on connaît. Donc il n'est donc pas rare que les ouvrages basculent de la littérature générale à la littérature jeunesse et vice-versa, les frontières, les classements étant remis en question à la faveur des réécritures, des adaptations, des versions. C'est pour cela que nous pouvons affirmer que la littérature d'enfance et de jeunesse crée des liens, des passerelles entre les âges, entre les générations. Maintenant, nous allons revenir donc sur l'ouvrage de Clémentine Beauvais, Âge tendre, qui est en train de circuler, et nous allons vous le présenter brièvement. Déjà, juste pour parler encore une fois très brièvement de Clémentine Beauvais, c'est une autrice qui publie tous les ans des romans pour les jeunes adultes et les adolescents aux éditions Sarbacane. Et nous allons d'ailleurs l'accueillir bientôt dans un événement qui aura lieu le 27 juin. On le rappellera à la fin de toute façon, mais on va l'accueillir dans la Sorbonne Nouvelle pour justement un événement organisé par le groupe Ange. Voilà, on voudrait vraiment qu'on soit nombreux pour le 27 juin après-midi de 15h à 19h, parce que donc on reçoit non seulement Clémentine Beauvais, mais aussi autour d'elle un certain nombre d'auteurs et d'acteurs du marché du livre. Il y aura Rachel Arditi qui a publié un roman qui n'est pas un roman pour enfants ni pour adolescents, mais qui est un très beau roman qui vient de paraître, qui s'appelle J'ai tout dans la tête, où elle parle de son père atteint d'Alzheimer dans une maison de retraite. Donc il y a des échos, vous allez voir, avec Clémentine Beauvais. Et Rachel Arditi a aussi adapté d'autres livres de Clémentine Beauvais au théâtre. Et elle est actrice, et donc elle a joué aussi dans ces pièces de théâtre-là. On aura aussi une éditrice de Sarbacane, la libraire de la librairie, je ne sais pas si Maud, vous êtes passée à côté pendant la promenade, des Champs Magnétiques, qui viendra aussi pour qu'on essaie de créer des liens, et puis qu'elle puisse nous parler des ventes de livres pour la jeunesse dans sa librairie. Et la coordinatrice du prix Chronos, qui est un prix littéraire décerné chaque année à un roman jeunesse qui aborde la question de l'intergénérationnel. Et en fait, ce prix sur l'intergénérationnel est lui-même intergénérationnel, puisque les électeurs et les électrices de ce prix peuvent être aussi bien des enfants de classe maternelle que des personnes en maison de retraite. Donc il y a vraiment cet objectif intergénérationnel dans l'organisation du prix. Du coup, maintenant, nous allons vous présenter le roman Âge tendre. Vous parlez rapidement de l'intrigue d'Âge tendre, afin de, j'espère, vous donner envie de le lire. Donc c'est l'histoire de Valentin Lemonnier, qui est un adolescent dans sa 14e année, qui est plutôt anxieux, qui n'aime pas contrarier les gens. Il est assez solitaire, et il va donc devoir effectuer pendant 1 an, comme tous les jeunes de son âge, un service civique. Il va se retrouver dans le nord de la France,
dans une maison de retraite pour personnes âgées atteintes de démence, d'Alzheimer. Et il pense qu'il sera donc confronté à la mort et à la fin de vie, à la maladie de ses résidents. Sauf que cette maison de retraite est spéciale puisqu'elle reconstitue l'univers dans lequel les pensionnaires ont grandi, celui des années 60, des 60s. Et pour Valentin, ça va être un changement très radical. La musique des 60s est notamment mise à l'honneur dans le roman, comme vous pourrez le voir en le lisant, puisque la tâche principale de Valentin au sein du centre va être de ramener, de faire chanter Françoise Hardy pour une des pensionnaires du centre. En effet, la pensionnaire, en fait, elle a répondu à un concours dans un numéro de Salut les copains, sauf que ce numéro, il date en fait de 1967. Vous trouverez d'ailleurs au tout début du livre, vous pouvez le voir dans les éditions qui circulent, une bande-son qui pourra vous accompagner dans la lecture et vous aider à vous plonger dans l'univers des... Donc l'univers... oui. C'est tout à fait ça, oui. Il y a des éléments qui font signe vers le journal intime. Les étudiantes et les étudiants de l'université se sont appropriés cette œuvre. Nous vous invitons, après cette conférence, à une petite exposition de production créative d'étudiantes et d'étudiants sur le roman de Clémentine Beauvais, en salle A101, qui se trouve juste à gauche, derrière, à 15h. Bon, au risque de répéter ce que Marie Sorel vient de dire, donc l'univers 60s donc, du roman dans lequel en fait le lecteur se plonge en même temps que Valentin, donc le jeune adolescent qui fait son service civique, est reconstitué en fait par des références donc au cinéma, à la musique 60s, mais également à la mode, aux couleurs. Enfin, il y a tout un imaginaire associé aux 60s. Et donc les productions créatives des étudiantes, donc vous trouverez en A101 à partir de 15h30, ont particulièrement exploité la veine rétro, la veine vintage du livre, sa dimension immersive, les possibilités de multimodalité qu'il offrait. Et en fait, toute l'atmosphère pour proposer en fait, des créations sur de multiples supports du vinyle, en passant par le Bookstagram, donc c'est un compte Instagram dédié au livre, avec il y a des courts-métrages, il y a un télé-shopping vintage. Voilà, il y a une maquette, il y a plusieurs productions donc, qui exploitent vraiment tout ce que le livre peut permettre, puisque l'atmosphère est très importante. On peut dire en fait qu'Âge tendre est un livre à dispositif qui invite à des appropriations multiples, très diverses, et qui sont généralement assez peu narratives et peu littérales. Du fait donc de cette dimension immersive dont on vient de parler, qui permet vraiment de se plonger dans son atmosphère et d'être même nostalgique d'un temps qu'on n'a pas forcément connu, en tout cas que moi je n'ai pas connu du tout. Mais ce roman s'adresse dans le même temps aux adolescents, en abordant en fait certains sujets caractéristiques de la littérature pour adolescents. Donc, il s'agit déjà d'un roman d'initiation qui prend la forme d'un rapport de stage, donc une forme qui fait signe vers le journal intime. Valentin est confronté au divorce de ses parents et le livre comprend également une romance, donc c'est autant de topoïs, de caractéristiques de la littérature ado qui peuvent parler à l'adolescent. Comme vous l'aurez compris, le roman traite de la mémoire et tisse des liens entre les générations. Il traite notamment des souvenirs de ceux et celles qui n'en ont plus, donc qui sont atteints d'Alzheimer notamment. Et les objets ont toute leur importance en fait dans le roman parce qu'ils vont jouer le rôle de catalyseurs qui vont ressusciter les souvenirs d'enfance et de jeunesse des pensionnaires ou même des personnages plus jeunes. Alors pour finir dans cette présentation, on pourrait vous parler de la plume de Clémentine Beauvais qui arrive à se fondre dans le regard et le parler des adolescents
tout en faisant preuve d'un style que l'on peut qualifier de littéraire à bien des égards. Elle manie à la fois l'émotion et le rire, et je suis sûre qu'elle vous séduira avec son humour et son ironie malicieuse. Ok. D'accord. Bon, on va vous parler de la survie des classiques, des grands classiques de littérature de jeunesse, en prenant l'exemple des Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Donc ces classiques, qu'on a plein d'éditions des Malheurs de Sophie, pour notre plus grand plaisir. Ces classiques traversent le temps grâce à l'intermédialité, la transmédialité et la novélisation qu'on va rapidement aborder pour que vous puissiez savoir de quoi on parle exactement. Donc l'intermédialité, c'est l'approche qui vise à adapter les œuvres sur différents supports après leur création. Donc un roman va par exemple être adapté sous forme de film, de BD, de jeux vidéo, de séries, je ne sais pas si je l'ai dit. La transmédialité implique quant à elle que l'œuvre ait été pensée dès sa création pour développer un univers étendu et pour se décliner sur de nombreux supports. Donc en fait, sont créés en même temps, par exemple, le roman, le film, la série, le jeu vidéo, mais également tout un tas d'objets en tout genre, des peluches, des figurines, qu'on pourrait appeler des produits dérivés. Ceci pour faire du lecteur un acheteur, en tout cas de faire du lecteur un acheteur également, et de le pousser à la collection, et également parce que la littérature de jeunesse, mais comme la littérature générale, est de plus en plus en concurrence avec de nombreux supports. C'est ce qui explique notamment le succès des novélisations. Alors, novéliser, c'est transformer un film ou une série télé en roman. Aujourd'hui, les novélisations constituent le fonds de commerce de la Bibliothèque Rose. Les nouveautés de cette bibliothèque se concentrent surtout sur les licences phares des héros de la nouvelle génération et surtout des héros Disney. Après avoir connu une crise des ventes dans les années 1990, la Bibliothèque Rose a en fait renoué avec le succès grâce à la novélisation. Ces anciennes séries sont toujours éditées, mais dans des versions modernisées, dans des versions remaniées. Il arrive que ces nouvelles versions, d'ailleurs, suscitent la polémique, comme les nouvelles versions du Club des 5, par exemple, qui auraient, pour certains, dénaturé l'œuvre d'origine, le texte original, en abandonnant le passé simple pour le présent, et en américanisant les noms des héros. Je vais présenter brièvement l'exemple d'intermédialité que constituent les Malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, que vous connaissez sûrement, que vous avez peut-être lu étant enfant. Donc peut-être quelques informations, mais très brièvement biographiques. La comtesse de Ségur, donc, c'est une aristocrate et une écrivaine du XIXe siècle qui est née en Russie sous le nom de Sophie Rostopchine. Mais on la retiendra comme la comtesse de Ségur parce que c'est le nom qu'elle a eu par son mariage. Et elle va avoir une enfance malheureuse, faite de sévices corporels et de manque affectif. On pense que c'est cette enfance qui lui a inspiré son plus célèbre ouvrage, Les Malheurs de Sophie, étant donné que la petite fille porte le même prénom qu'elle, donc Sophie, et serait une sorte d'avatar de l'autrice. Et donc, Les Malheurs de Sophie est un exemple frappant d'intermédialité parce qu'il a connu plein de rééditions jusqu'à nos jours. Il a encore une grande popularité, sûrement liée au fait que Sophie est une petite fille effrontée, rétive aux règles, dont les bêtises sont toutes plus inventives les unes que les autres et qui fascinent les petits comme les grands.
Et donc l'œuvre de la comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, a été développée sous différents formats, que ce soit des livres illustrés avec ici un exemple qui est un exemple plutôt ancien ou un exemple plus récent là, ou des films, des adaptations cinématographiques, des dessins animés, des bandes dessinées. Et je vais vous parler brièvement de quelques adaptations, dont celle-ci. En fait, ce qui est intéressant avec ces adaptations, ces déclinaisons d'une œuvre, qui sont en fait un processus d'intermédialité, comme on a expliqué, c'est qu'elles ont des partis pris très différents. Par exemple, donc ici, Les Malheurs de Sophie en dessin animé, que vous avez peut-être vu étant enfant, va plutôt opter pour un jadis de pacotille et une décontextualisation historique. En fait, les costumes, les décors, le cadre ne se réfèrent à aucun élément historique précis, mais c'est justement, je pense, pour s'adresser à un public, parce que ça s'adresse à un public assez jeune. Au contraire, peut-être que vous connaissez le film de Christophe Honoré, qui est assez récent, Les Malheurs de Sophie, qui date de 2016. En fait, dans ce film, on a un contexte historique assez précis, des décors, des costumes assez précis historiquement, qui sont ancrés dans la période du Second Empire, donc la période des Malheurs de Sophie du livre original. Ce qui peut être intéressant aussi avec donc, ce fameux coffret DVD, comme vous le voyez ici, c'est qu'on a aussi une modernisation, puisque le dessin animé va écrire entre les lignes du récit de Ségur. Dans la trilogie, en fait, on apprend que Sophie, elle va partir en Louisiane pendant un certain temps, sauf que ça va constituer une ellipse du récit. On ne va pas savoir ce qui s'y passe. Eh bien, le dessin animé, il va mettre en image et dans le dessin animé, comme vous pouvez le voir ici, elle devient amie avec un petit garçon noir qui est fils d'esclaves en Louisiane, ce qui constitue une modernisation parce que la comtesse de Ségur était dans une société ultra raciste où il était impensable d'avoir une amitié avec un petit garçon noir. Et le film de Christophe Honoré est très intéressant comme adaptation parce qu'il multiplie les genres, les sous-genres cinématographiques. On peut le qualifier à la fois de dessin animé, de film d'époque, de film pour enfants et de comédie musicale. Et cette multiplicité générique, elle mime l'imagination débordante, la profusion d'idées de son héroïne, Sophie, et en même temps, elle fait écho au style de la comtesse de Ségur, qui était marqué par le dialogue, par le théâtre. On a d'ailleurs des personnages hauts en couleurs, comme dans l'œuvre originelle. Et d'ailleurs, Christophe Honoré conserve la dimension sombre, la noirceur de la trilogie de Fleurville, étant donné qu'on a une représentation de la maltraitance infantile, de la cruauté des adultes, mais qui était plutôt dénoncée par la comtesse de Ségur à son époque. Pour ouvrir sur l'intermédialité, voir un petit peu plus loin que l'exemple des Malheurs de Sophie, ici sur cette petite table, vous pouvez voir, et d'ailleurs juste les figurines qui se trouvent au dernier étage de l'étagère, vous pouvez voir d'autres exemples d'œuvres pour l'enfance et la jeunesse qui ont connu des adaptations sur de multiples supports, et notamment comme des produits dérivés, par exemple Babar, où on a l'exemple aussi du Petit Prince ou de Alice au Pays des Merveilles. Ce qui est intéressant avec cette adaptation et ces produits dérivés, c'est que ça permet le survie des classiques. On se souvient de ces classiques pour l'enfance et la jeunesse. Mais disons que le problème est qu'on en oublie souvent l'œuvre originale et l'auteur original du livre, et on n'en retient que le personnage principal et la trame que l'imaginaire collectif a décidé de retenir, les aventures principales des héros. Comme exemple de transmédialité, donc c'est-à-dire une œuvre qui a été conçue dès le départ pour être déclinée sous différents supports, on a les dessins animés des studios Disney, et notamment La Reine des Neiges, la fameuse, donc qui a connu de nombreux produits dérivés. Vous trouverez dans le seau un verre La Reine des Neiges, notamment un seau La Reine des Neiges. On peut vous faire passer les objets où vous trouvez des petites questions. Vous pouvez essayer d'y répondre, et la réponse se trouvera à l'intérieur des objets. Donc, par exemple, le DVD du Père Castor. La question est collée dessus, et si vous ouvrez la jaquette, vous trouverez la réponse. Et pour la Reine des Neiges, qui est l'auteur initial? Je pense, dans cette auguste assemblée, vous allez forcément avoir la réponse. Mais avant Disney, La Reine des Neiges, c'est un conte. Voilà, exactement, un conte d'Andersen. Et c'est vrai que ça fait partie des choses que parfois on fait découvrir aux étudiants, ce qui est tout à fait normal. Parce que Andersen n'avait pas composé, libéré, délivré. Voilà, donc...
Les Barbapapa aussi, si certains se rappellent du nom des auteurs des Barbapapa dans les années 70, qui sont quand même moins connus qu'Andersen. C'est Annette Tison et son mari qui s'appelait Monsieur Taylor, donc qui ont au départ publié à l'école des loisirs, et puis ensuite ça s'est diffusé un peu dans toutes sortes de supports. Alors on voulait finir par un petit mot, mais on va peut-être laisser la place aussi à des questions, donc on voulait finir sur des livres qui ont donné lieu à polémique. Enfin, la littérature de jeunesse, c'est un sujet dont on entend souvent parler dans les médias pour parfois des critiques assez acerbes, et toujours cette question qui revient, qu'est-ce qu'on doit et qu'est-ce qu'on peut faire lire aux enfants? Et donc déjà, la littérature de jeunesse, vous avez peut-être vu dans tous les livres qui sont passés, vous avez une mention en page interne sur la première page en face de la page de titre. Est-ce que vous avez remarqué ce qui figure dans tous les ouvrages qu'on a dû faire passer? Enfin, pour ceux qui en ont sous les yeux, vous pouvez regarder, normalement ça marche. Donc à l'intérieur, vous avez toujours, en fait, comme preuve de cette surveillance exercée par les adultes et par l'ensemble de la société, de la loi en fait, du 16 juillet 1949, qui a été réactualisée plusieurs fois et donc un peu modifiée dans sa formulation, mais qui reste quand même à peu près, en gros, l'instauration d'une surveillance en fait, sur cette littérature de jeunesse, puisque tous les livres publiés pour le public de jeunesse doivent être envoyés après publication à une commission qui est sise au ministère de l'Intérieur et qui donne un avis autorisant la poursuite de la diffusion du livre, ou qui recommande certaines adaptations quand c'est nécessaire, ou qui parfois va carrément arrêter les ventes. Mais en fait, c'est assez rare. Et ça donne lieu aussi à tout un phénomène d'autosurveillance et d'autocensure des éditeurs qui vont à l'avance réfléchir à qu'est-ce qui pourrait choquer ou qu'est-ce qui pourrait poser problème non seulement à la commission mais bien sûr au public et notamment aux parents acheteurs. Et donc on voulait finir avec deux exemples, mais on n'aura pas forcément le temps de développer beaucoup, pour deux types un peu de polémiques un peu différentes, dont je parle de celui-là en premier puis je laisse la parole. Là vous avez un livre Grand-père de Gilles Rapaport qui parle des camps de concentration et qui a un sujet extrêmement difficile, et donc ça peut se trouver dans un rayon jeunesse, dans une bibliothèque, au milieu d'albums pour des enfants entre 4 et 8 ans. Et c'est vrai que c'est un livre, il y a la question du traumatisme, hein, qu'est-ce qui peut choquer l'enfant? Et c'est une question qui prend de plus en plus de place dans notre société, avec des avis de psychanalystes, de pédiatres, où on est très très soucieux de protéger l'enfant et de faire attention. C'est clair que ce livre-là, la lecture doit en être accompagnée. Et c'est vrai que la littérature de jeunesse, pour ça, c'est vraiment une passerelle sur la société, ses débats, ses préoccupations, ses tabous à un moment donné. La loi de 1949, vous vous en doutez, elle s'est considérablement assouplie depuis 1949, mais chaque année, hein, il y a souvent pas forcément des censures, mais en tout cas des débats et des questionnements qui sont soulevés par des ouvrages en littérature de jeunesse. On pourrait parler de Tous à poil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet album. Oui. Et alors normalement, cette polémique a fait une énorme publicité à ce livre. À chaque fois que je veux l'emprunter en bibliothèque, il est toujours pris. Et surtout, il est toujours emprunté par des adultes, hein, pas par des enfants. Et en fait, le livre a été publié en 2011 aux éditions d'Urwerg, qui n'est pas une édition au départ spécialisée dans la jeunesse, mais qui comporte un segment jeunesse. Et selon les mots des auteurs, des deux auteurs et de l'éditeur, il s'agit de dédramatiser la nudité. Il décline sous une forme humoristique les mains peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain, et tout le monde est à poil à chaque page du livre, le magicien, la maîtresse, le policier, etc. Et à la fin, tout le monde va se baigner dans une ambiance festive. Donc c'est voilà, un rapport décomplexé au corps. Et que s'est-il passé 3 ans après la publication du livre, une polémique. Jean-François Copé, membre de l'UMP, intervient à la radio pour dire que voilà, c'est n'importe quoi, il n'y a plus de source d'autorité en France, la théorie du genre est enseignée et fait peur à tout le monde et qu'on va traumatiser la jeunesse, etc. Et une polémique
est lancée. Donc on voit aussi à quel point la littérature de jeunesse dépasse la jeunesse et peut être exploitée, instrumentalisée, sous couvert de toujours moraliser, protéger, ne pas pervertir, ne pas traumatiser l'enfant. Alors on pourrait se dire, bon, c'est un peu binaire, on a d'un côté un courant émancipateur qui veut accompagner l'enfant dans sa découverte du monde, etc. Et de l'autre côté, un courant réactionnaire et traditionnaliste. On pourrait complexifier quand même un petit peu cette binarité, parce qu'au sein même des pédopsychiatres, l'album a été aussi source de débat. Certains pédopsychiatres ont estimé que ce livre imposait la nudité des adultes aux enfants, et que ça pouvait constituer une source de malaise, et que tous à poil, c'était adultocentré, parce qu'en fait, vous ne verrez jamais un enfant, pas vraiment un enfant, dire on est à poil. Un enfant dirait toujours on est tout nu. Et donc c'était l'idée aussi, ça renvoie aussi à l'idée que la littérature de jeunesse, de toute façon, il y a toujours une asymétrie, puisque ça reste quand même une littérature produite par un adulte pour un enfant, ou au moins quelqu'un de jeune. Donc pour conclure, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup à faire sur la littérature d'enfance et de jeunesse, à la fois des livres contemporains, des classiques du 19e siècle, voire du 18e siècle. Les publics sont très variés, en fait ça touche tous les publics, que ce soit on va du bébé lecteur au jeune adulte, en passant par le parent ou le grand-parent. Donc c'est un domaine de recherche passionnant et protéiforme, et nous espérons avoir réussi à vous le montrer. Juste quelques annonces qu'on va répéter parce qu'on l'a déjà dit lors de la présentation. Déjà, nous vous invitons à consulter le Fonds Jeunesse, que ce soit ses albums, ses romans, son théâtre aussi, et ses textes critiques. Oui, exactement. Ensuite, comme nous vous avons déjà annoncé, on va organiser un événement le 27 juin où on va inviter l'autrice Clémentine Beauvais pour parler de son livre Âge tendre, mais aussi plus généralement de l'intergénérationnel en littérature d'enfance et de jeunesse. Et pour finir, dans l'immédiat, ou plutôt après les questions, le temps d'échange, nous vous invitons à une restitution de production d'étudiants et d'étudiantes, des productions créatives autour d'Âge tendre, qui aura lieu à cet étage, en salle A101, qui est en fait vers l'accueil. On pourra vous y amener de toute façon. Voilà, tout simplement. Donc la parole est à vous maintenant. Ah, une question. N'hésite pas. Caroline Eliachef a écrit un très beau livre sur la comtesse de... Je ne m'en rappelle pas le titre et je ne l'ai pas lu, mais celle qui l'a lu, c'est ma mère qui est auteure jeunesse, qui s'appelle Suzy Morgenstern, et qui a lu le livre de Caroline Eliachef parce qu'elle connaissait Caroline Eliachef, mais qui, ayant été élevée aux États-Unis, n'avait jamais lu La Comtesse de Ségur, et donc s'est mis à lire absolument toute La Comtesse de Ségur et n'en finit pas. Et elle adore La Comtesse de Ségur, alors que bon, elle vient d'un univers très très différent. Donc le fait d'être passée par un livre pour adultes lui a fait redécouvrir un fond traditionnel de la littérature jeunesse français, qui va renourrir sa propre production destinée aux Français. Donc c'est assez chouette ces boucles qui se forment. Voilà. D'ailleurs, le film de Christophe Honoré, dont je parlais Mathilde, a donné lieu à une novélisation. Et donc, on voit, il y a la couverture de stratégie marketing, bien sûr, mais il y a la couverture du livre. Et c'est pas seulement une stratégie marketing, parce que Christophe Honoré a beaucoup travaillé sur le texte de l'origine, c'est vraiment un retravail du texte. Et voilà, on a ce passage d'un support à un autre. Avez-vous d'autres remarques ou d'autres questions ? Déjà, je vous remercie, Bénédicte et Marie, et les deux étudiantes pour cette très belle présentation qui fait découvrir à des personnes comme moi qui connaissent très peu ce type de littérature. Et j'ai une question qui se rattache un peu aussi à ce que tu as dit à la fin. Est-ce que la littérature de jeunesse, pour autant que ce mot entendre au sens extensif, prend en compte
les changements de société liés à des nouvelles familles, les familles recomposées, plusieurs parents, plusieurs grands-parents, les familles homoparentales, les questions de genre. À un moment donné, il a été question justement de la littérature adressée à plutôt un public féminin ou masculin. Est-ce que d'autres formes d'identification du genre sont prises en compte dans ce genre de littérature? Voilà, ça c'était ma question. Merci Andrea. Oui, oui, de plus en plus, hein, ça commence. Hein, et il y a aussi la recherche qui se développe autour de ça. Enfin, je ne sais plus si on l'a sorti celui-là, mais il y a aussi des études de genre sur les albums pour enfants. En fait, il y a beaucoup d'associations. Enfin, cette prise en compte des différentes formes de parentalité et des problématiques du genre, ça émane beaucoup d'associations qui publient eux-mêmes les livres. Donc aux États-Unis, on a eu par exemple Tango à deux papas, qui est un petit pingouin, donc avec ses deux papas. En France, la princesse, il y en a un, c'est une petite fille qui a une ombre de garçon, ou bien la princesse qui ne voulait pas épouser un prince. Enfin, donc de plus en plus. Après, c'est des livres qui eux aussi font débat en fait. Hein, et il y a 2-3 ans, il y avait eu une exposition à la BNF qui était très bien, qui s'appelait Ne les laissez pas lire. Et on voyait ces livres parmi ceux qui ont parfois été... Alors il y a eu par exemple de la censure dans certaines bibliothèques de municipalités avec un maire Front National. Donc ça reste des ouvrages qui à la fois sont de plus en plus diffusés heureusement, mais qui font partie de ces ouvrages surveillés et parfois encore soumis à une forme de censure. Et ça pose de vraies questions vraiment aux auteurs, autrices et aux illustrateurs et illustratrices, parce que je pense par exemple au témoignage d'un éditeur qui travaillait dans la maison d'édition Talent Haut, qui est une maison d'édition qui veut ouvertement bousculer les clichés et les stéréotypes, et qui avait décidé à chaque fois parfois d'utiliser des contre-stéréotypes. Et il s'était rendu compte que c'était pas toujours très, très productif, parce que les enfants, les destinataires voyaient que c'était fait exprès pour délivrer un message. Donc il faut souvent ruser, mais c'est vrai que je dirais que c'est un peu à l'image de notre société, quoi. On a deux courants. À la fois, on reconduit sans cesse des stéréotypes, et en même temps, il y a dans certaines maisons d'édition, c'est un signe assez distinctif de certaines maisons d'édition d'aller plutôt du côté de la remise en question des stéréotypes. Mais quand on parlait tout à l'heure malheureusement de la bibliothèque rose, qui prend quand même une tournure assez déplorable, hein, avec essentiellement des licences Disney, beaucoup moins et là on reconduit vraiment des stéréotypes avec des collections vraiment spécifiques, des collections très genrées. Par contre, moi qui suis en contact avec les auteurs, alors je ne sais pas ce que ça représente comme pourcentage, mais d'abord les auteurs les plus anciens comme Marie Aude Muraille ou ma mère ont évolué avec la société. Alors si vous regardez les livres de ma mère au début, tout le monde se mariait et avait des enfants, hein, c'était vraiment l'amour. Et puis bon, maintenant il y a toujours pas mal d'amour, mais les amours prennent commencent à prendre des formes différentes. Et donc dans les derniers manuscrits, il y a toutes sortes d'amour. Et il y a même un livre, L'amour est extraterrestre, où il y a un changement de genre du héros, héroïne, voilà. Mais c'est pas de la non-binarité, mais il y a un changement de genre. Et donc, on est amené à avoir moi, c'est surtout des manuscrits dans lesquels toutes les questions de société qui nous traversent dans la littérature des grands traversent aussi la littérature des petits. Moi, j'ai dirigé un mémoire de recherche sur la représentation du genre dans les albums, et on voit vraiment toute une variété. Mais maintenant, ce que je ne sais pas, parce qu'il faudrait faire des études statistiques, c'est le pourcentage que ça représente et comment ça arrive aux enfants, si c'est pas justement par tous ces choix des adultes médiateurs. Est-ce que tous les parents vont médiatiser tous les genres de littérature? Mais en France, on a la chance d'avoir une édition jeunesse vibrante, multiforme, extrêmement prolifique, et vous allez vraiment trouver tout ce qu'il faut, mais il faut le chercher. Voilà. Moi, je pensais à la culture de jeunesse plutôt pour les adolescents ou les jeunes adultes, notamment les séries. On a la plateforme France TV / qui est donc qui dépend des chaînes
financé par l'État, France TV, qui propose des séries où on a effectivement des représentations du genre qui sont assez intéressantes, aussi une représentation de la communauté LGBT+, avec pas forcément des couples hétérosexuels, des personnages transgenres, où on a eu une série aussi sur une personne intersexe. Enfin voilà, c'est des questions, je pense, qui intéressent d'autant plus cette génération, et il y a quand même une réponse dans la culture générale, donc ici avec les séries particulièrement, en France. Oui, Mathilde et moi avons eu l'occasion de nous rendre au Salon du Livre Jeunesse et d'échanger donc avec des éditrices de différentes maisons d'édition. Et c'est vrai que l'une d'entre elles nous a dit que les enfants semblaient ouverts à toutes ces nouvelles problématiques. Enfin, ils ne trouvaient même pas qu'il puisse y avoir un problème à évoquer l'homosexualité ou les histoires d'identité différentes, de transidentité, etc. Mais que les réactions viscérales étaient celles des parents. Que la littérature de jeunesse a en fait un potentiel à provoquer des réactions viscérales, mais ce sont souvent celles d'adultes. Mais elle nous a en effet dit que les problématiques environnementales étaient de plus en plus présentes également dans la littérature. Et simplement, donc, il y a cette question de la censure qu'on vient d'évoquer, mais il y a également la question de l'autocensure qui est importante, puisque un auteur jeunesse fait forcément particulièrement attention à ce qu'il écrit, puisque son public est un public enfantin, et également en raison de cette loi de juillet 49 qui pèse encore sur les auteurs jeunesse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on vous laisse un peu de souffler, voilà, un peu souffler avant de vous rendre en... Ouais. Au plan d'acquisition à la bibliothèque, parce que la littérature jeunesse, c'est un champ... Merci. Oui, par rapport la littérature jeunesse, c'est un champ très grand. Évidemment, on ne peut pas le couvrir ni en termes de place, ni en termes d'achat. Comment est-ce que les choix sont faits? Comment ça... Ouais, en fait, on essaye donc déjà on a pris une porte d'entrée qui est quand même la porte d'entrée de l'intergénérationnel. Donc on a constitué le fonds autour de ça. Et après, on a essayé de couvrir aussi un petit peu les différentes périodes. Par exemple, il y a des albums ici qui sont des albums classiques, des rééditions. On a notamment la maison d'édition Mémo, qui est une maison d'édition nantaise, qui réédite des albums des années 30. Par exemple, ici, Nathalie Parrain, qui est une grande dessinatrice proche des avant-gardes russes. On a des albums aussi anciens comme celui-là par Job qui date des années 1900. Donc on essaye de prendre les grands classiques des différentes époques et de constituer peu à peu. Mais c'est vrai qu'après ça peut être aussi le hasard d'un cours, parce que on s'est rendu compte en fait quand on a constitué le fonds qu'il y avait déjà quelques albums en anglais. Et en fait c'était, je crois, un cours d'Hélène Josse qui faisait cours sur les albums en maternelle. Et ces albums-là, ils étaient un petit peu perdus, et puis finalement, on a pu les réintégrer dans le fond. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter aussi à proposer en fait des achats. Voilà. Si vous avez des idées, des choses qui vous paraissent devoir absolument figurer dans le fond. Bon, après, on ne veut pas non plus prendre tout le budget pour la jeunesse, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on a vraiment bénéficié du soutien. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on voulait aussi que certains classiques, alors ça peut peut-être paraître antithétique en littérature de jeunesse, mais il y a tout de même des classiques, on voulait qu'ils soient un minimum, le plus possible plutôt, représentés. Après, on a fonctionné aussi de manière un peu inductive en fonction des sujets de mémoire de master qui nous étaient proposés, des corpus de cours. Voilà, et voilà, ça c'est vraiment destiné à se développer, à s'étoffer. Et une de nos volonté avec Bénédicte, c'est aussi qu'on arrive dans nos cours à panacher, à avoir des corpus un peu hybrides pour ne pas toujours marginaliser la littérature de jeunesse dans un cours spécifique, mais aussi de la faire dialoguer avec la littérature générale.